ce document a été réalisé sans trucage, sous le contrôle d'un certain nombre de gens, que nous avons vraiment joué le jeu et nous n'aurions aucun intérêt, disons, à vous dorer la pilule. D'ailleurs, c'est un peu moins spectaculaire que ce qu'on avait vu avant, mais je crois que c'est tout à fait intéressant. Je voudrais que Ed May, dont je rappelle donc qu'il a été le directeur de ces programmes pendant 25 ans, nous dise d'un mot, qu'est-ce que vous pensez alors de cette expérience que vous venez de découvrir? C'est très typique de ce que l'on fait dans les laboratoires. Les analystes indépendants regarderont les cibles alternatives et celles qui ont été vues. Et quelles sont les cibles qui sont vraiment semblables à celles qui ont été vues? Bon, là c'est très clair, on voit l'argent, et puis il n'y avait pas d'autres sites comme ça. Ça serait un résultat fantastique, c'est très typique pour un résultat comme ça. On aurait aimé qu'ils nous disent c'est le funiculaire de Montmartre, mais on ne peut pas en demander trop quand même. Alors, au cours de ces 25 années de recherche, si je vous demandais de citer peut-être 2 ou 3 événements qui vous ont marqué, qu'est-ce que vous pourriez citer? Qu'avez-vous fait faire à des médiums américains aux États-Unis? Comme vous le savez peut-être, la plupart des résultats restent quand même secrets, mais il y en a 2. Vous savez que l'héritière Patty Hearst a été enlevée dans les années 70 et puis cette personne, ce médium, a été emmenée aux alentours. On lui a demandé où est-ce qu'elle se trouvait et en traçant des lignes par triangulation, ils ont trouvé un endroit très précis à Berkeley. Et nous avons eu la possibilité d'avoir un mandat pour aller voir les maisons à l'intérieur. Mais s'ils avaient eu ce mandat à temps, ils auraient retrouvé Patty Hearst en moins de 24 heures. Donc il y a eu une nomination de la police pour l'excellence dans le travail qui a été fait. Ça c'est le premier cas. Le deuxième est un petit peu plus difficile à définir. Nous avions entendu par un de nos sponsors qu'il y avait peut-être un danger, une attaque possible contre la vie du président Reagan qui devait se produire le 17 décembre aux États-Unis. Donc nous avons demandé à un de nos meilleurs agents qu'est-ce qui va se passer le 17 décembre. Il a dit, bon, un officier militaire, un officier sera kidnappé des États-Unis. Enfin, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'arbre de Noël. Et à ce moment-là, c'est le général Dozier qui a été kidnappé en Italie. Donc ceci nous montre une énigme. Comment est-ce que l'on peut dire que quelque chose qui est difficile à déterminer, si ça sera bon pour l'avenir ou pas? Oui, ça c'est le mystère du psy, effectivement. Je crois que l'un de ces espions médiums, même si je sais que vous avez un devoir de réserve et que vous ne voulez pas entrer dans les détails, et je crois que ce sont les engagements que vous avez signés avec la CIA vous l'interdisent, je crois que l'un de ces espions médiums a été décoré pour service rendu. Oui, c'est exact. Un de nos meilleurs agents avec qui nous avons travaillé a reçu ce que nous appelons la Légion du Mérite, l'Ordre du Mérite. C'est une médaille qui est très rarement décernée. Et elle est donnée aux gens qui ont une carrière très longue dans les services de renseignement. Et donc, ce médium a eu donc sa médaille pour plus de 200 cas qu'il avait réussi à résoudre et pour sa contribution à la sécurité nationale. Ouais, donc c'est tout dire, quoi. Bon. Alors, bon, je vous ai interrogé beaucoup avant de préparer l'émission, on s'est vu, bon. Vous avez refusé de nous donner d'autres éléments parce que vous êtes tenu par le secret, mais nous, notre travail, c'est d'essayer quand même de continuer à avancer. Alors, nous sommes adressés à d'autres sources pour essayer d'en dire plus à ceux qui nous regardent ce soir. Et maintenant, avec ces autres sources et le recoupement que nous avons fait, voilà ce que nous pensons être en mesure de pouvoir affirmer ce soir. Les espions médiums de la CIA ont-ils joué un rôle décisif pour localiser le colonel Kadhafi lors du raid américain sur la Libye le 16 avril 1986? Un fait est certain, ils ont été consultés. L'attaque a manqué de peu le colonel Kadhafi, mais sa fille, elle, n'a pas survécu au bombardement. Autre opération, autre traque. En 1988, l'armée américaine débarque au Panama pour destituer le général Noriega. Le débarquement est une réussite, mais Noriega, lui, reste introuvable. Les médiums participent aux recherches. Quelques jours après, les Américains cernent l'ambassade du Vatican, où Noriega avait trouvé refuge. Voici Jeffrey Smith, journaliste et spécialiste des problèmes de défense au Washington Post. Dans une enquête récente, il a dressé une liste d'autres actions auxquelles les médiums de la CIA ont été mêlés.
Dans le projet Stargate, on précise que les médiums ont été sollicités en Corée du Sud pour détecter des tunnels creusés par les Nord-Coréens sous la zone démilitarisée. Cette fois, les médiums auraient permis de découvrir plusieurs de ces tunnels. Ils auraient même fourni des précisions tout à fait intéressantes sur les techniques utilisées pour les creuser. Les médiums ont été aussi utilisés pour rechercher des otages. Le colonel Higgins, par exemple, détenu en 1988 au Liban par des terroristes. Le médium a indiqué que le colonel Higgins était dans un bâtiment situé dans un village précis du sud Liban. Bien sûr, Higgins n'a pas pu être délivré à temps car les terroristes l'ont abattu. Mais un autre otage détenu avec lui à la même époque a confirmé qu'il pouvait bien s'agir de cet immeuble. À mon avis, les personnes qui ont travaillé sur ce programme l'ont fait avec sérieux. Ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Ils estimaient faire quelque chose d'utile. Mais je sais aussi que les responsables de l'armée ou ceux qui utilisaient leurs services ne croyaient pas qu'ils obtenaient suffisamment de résultats positifs pour qu'on puisse compter dessus. En conclusion, je pense qu'il était très difficile, à partir de là, d'utiliser d'une manière opérationnelle cette source d'information. Alors, sur ce dernier propos du journaliste du Washington Post, nous reviendrons tout à l'heure quelques instants, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Mais je voudrais tout d'abord vous présenter un autre invité de l'émission ce soir, c'est Larry Collins. Alors, Larry Collins, journaliste, grand reporter, écrivain à succès. Vous avez écrit de nombreux best-sellers, et parmi tous vos livres, il y en a un qui est paru en 1990, qui s'appelle Dédale, qui commence justement par l'utilisation par des services secrets de l'armée américaine d'une femme médium qui, comme par hasard, localise un sous-marin soviétique quelque part sur la planète. Et c'est le début d'une aventure d'ailleurs tout à fait palpitante. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Est-ce que c'est votre imagination d'écrivain qui, en 90, vous a fait écrire ce livre, ou est-ce que vous aviez des informations privilégiées? Non, c'était pas du tout mon imagination. J'avais eu, heureusement, le privilège de travailler avec 3 officiers de la CIA qui ont participé, qui ont surveillé ce programme, l'expérience dont vous venez de citer, avec la femme Sy qui cherche le sous-marin. C'était un homme qui s'appelait Ed Price, dont on vient d'en parler, qui a justement, il est arrivé, on lui a montré une photo de le capitaine de ce vaisseau, le sous-marin, et on lui a donné la carte de tous les océans du monde, et il arrive de préciser où se trouvait ce sous-marin. Alors, on savait déjà où se trouvait le sous-marin, c'était pour savoir s'il pouvait le faire. Parce que l'objectif de ce programme de la CIA, c'était pas tellement de former les espions, mais de savoir si ces phénomènes se passent, et s'ils se passent, de trouver l'explication de comment et pourquoi. Et c'est donc ce qui a donné donc le départ de votre livre. Alors, il y a également dans Dédale des allusions, enfin plus que des allusions d'ailleurs, à d'autres moyens utilisés par les services américains pour modifier le comportement, l'humeur des gens, des moyens électroniques. Oui, c'est-à-dire ça faisait partie, dans un sens très général, de ce programme de recherche, c'était de savoir si on pouvait modifier par des moyens électromagnétiques le comportement, si on pouvait vous rendre plus lethargique ou plus nerveuse. Alors, les expériences avec les Sy, comme disait le gars de Washington Post, a donné des résultats étonnants, mais jamais avec une régularité qui les permettait d'être acceptés dans le cadre de l'espionnage. Par contre, dans ce domaine de la modification de comportement, ça marche, hélas. Mais ça marche. On peut, disons, de la distance que moi j'ai de vous, avec une certaine projection d'une certaine fréquence, on peut vous rendre un peu plus heureuse que peut-être vous êtes. C'est pas mal. Ou dans un état de tension. Oui. On m'avait dit, après la sortie de Dédale, que le KGB interrogeait ses prisonniers dans un champ électromagnétique qui les rend dans un état très nerveux et très tense, et donc plus disponible de peut-être lâcher le morceau. Donc vous confirmez que ce ne sont pas des rumeurs, mais des réalités?
Ah non, absolument, des réalités, les programmes. Et les programmes qui étaient conduits par des gens comme M. May à la SARA étaient des programmes scientifiquement tout à fait sérieux et au-dessus de toute approche. C'était pas du tout des choses imaginaires. Et moi, j'ai entré dans ce projet quand j'ai commencé les recherches pédales, je n'y croyais point. Après les recherches, je dois dire que je suis convaincu que de temps à l'autre, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer par les paradigmes scientifiques qu'on connaît actuellement. Alors peut-être d'ailleurs vous allez avoir une petite surprise parce que Ed May, nous avons longuement parlé de ce rapport de la CIA. Ce rapport en fait conclut, il faut bien dire aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Les programmes d'études ont eu lieu de 72 à 77 dans le cadre de la CIA. Ils sont passés ensuite avec un autre programme pour la DIA, Defense Intelligence Agency. Et puis il était question en 1995 de reprendre sous l'égide de la CIA un certain nombre de choses. La CIA a donc demandé un rapport d'évaluation et c'est ce rapport dont nous parlons ce soir. Pourtant pour vous, vous le contestez, vous dites on n'a pas tout dit. Oui, Jacques, ce que vous avez déjà dit ce soir et ce que Larry nous a déjà dit, étant donné qu'il y a une période de 24 ans pendant laquelle les militaires et les services de renseignement ont tenté de transformer des médiums en espions, ce serait un peu étrange d'examiner seulement la dernière année de cette période de 24 ans. Et c'est exactement ce que ce rapport a fait dans le rapport de la CIA. Ils n'ont jamais contacté les médiums qui ont donné les renseignements que nous avons mentionnés précédemment. Je crois que les gens qui ont fait ce rapport n'ont pas fait un travail très sérieux et de voir ce que ça pouvait faire pour les renseignements. Mais cela mis à part, le journaliste du Washington Post n'est pas crédible parce qu'il y a de tas de possibilités d'espionnage ouvert ou d'espionnage pour trouver des renseignements. Tout cela n'est pas très crédible non plus, il ne donne pas beaucoup de résultats. Et c'est un puzzle, vous comprenez, vous mettez les pièces ensemble et vous avez une image. Mais si vous avez seulement quelques images, eh bien quelques pièces, ça ne suffit pas. Oui, mais alors concrètement, ça veut dire donc qu'on a décidé de retirer ces programmes parce qu'on ne les comprend pas ou parce qu'ils font peur ou parce qu'ils effraient? Je ne sais pas, il faudrait demander à la CIA, mais je peux vous donner mon opinion personnelle. La situation dans le monde a changé depuis la guerre froide, où nous avions à nous défendre d'un ennemi particulier. La situation est différente maintenant et, par exemple, les pouvoirs extrasensoriels n'ont pas été testés dans ce nouvel environnement. Le gouvernement américain voit son budget se réduire, c'est un programme qui est un peu difficile à faire passer. Je suis sûr qu'ils ont d'autres priorités à ce moment-ci. Alors, il y a Mario Varvoglis qui est là. J'ai dit de vous très rapidement que vous êtes un chercheur en parapsychologie. Vous avez d'ailleurs travaillé aux États-Unis sur des programmes très proches et très comparables de ceux de Ed May, mais dans une autre optique. Alors, moi j'ai envie de vous poser une seule question, Mario, c'est est-ce qu'il y a une autre manière de traquer le psy que d'essayer de tuer des gens ou de découvrir des sous-marins soviétiques? Tout à fait. Il y a en fait, les travaux d'Ed May sont des travaux qui ont un axe élitiste. On travaille avec peu de sujets, mais très intensivement parce qu'on vise les applications immédiates. Tandis que l'axe qu'on avait pris dans la parapsychologie scientifique ouverte était de comprendre quelles sont les dynamiques qui favorisent les psy chez les gens qui n'ont pas de dons particuliers. Donc on cherchait vraiment de comprendre le processus même, de manière de comprendre comment la personne normale puisse développer ou au moins rentre en contact avec ses propres capacités. Comment on peut faire alors? Et là, actuellement, cet axe, pour parler personnellement, m'a conduit à une recherche plus démocratique, si je peux dire, dans laquelle chaque personne puisse devenir un explorateur, un chercheur pour soi-même. Sans aller donc dans un laboratoire spécialement. C'est-à-dire de décentraliser les recherches, au lieu de parler d'un laboratoire très très spécialisé qui a tout l'équipement. On commence à rentrer dans une époque dans laquelle on peut nous-mêmes faire notre propre recherche avec des techniques, avec des outils scientifiques. C'est pour ça que vous avez préparé un CD-ROM, je crois qu'il n'est pas encore commercialisé, mais dont on a peut-être la couverture là quelque part. Voilà, c'est très, très joli, Psy Explorer. Donc ça, vous pensez que chacun chez soi, en mettant ça sur son lecteur de CD-ROM, va pouvoir tester ses propres capacités? Essentiellement, là, l'idée, c'est qu'on est au point où on peut utiliser des tests scientifiques, mais qui sont
qui ont un aspect très user-friendly, on dit en anglais, c'est-à-dire un aspect très amical, très beau, et qui nous permet à chercher nous-mêmes ce qui favorise chez nous ces capacités. Et donc ces CD-ROM, c'est dans cette optique de non seulement apprendre qu'est-ce qu'est l'état de lieu actuellement dans la recherche parapsychologique, quelles sont les théories, mais aussi de se tester de façon interactive et de développer ces possibilités. Eh bien écoutez, on va essayer de se tester de façon interactive ce soir. Là, je m'adresse à ceux qui nous regardent. De chez vous, vous allez pouvoir participer dans quelques instants à une expérience. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais auparavant, je vais accueillir Neven Lance. Vous l'avez vu tout à l'heure dans notre document. Il est revenu des États-Unis et je voudrais lui demander de venir me rejoindre ici, car après l'expérience que nous avons faite et que nous avons diffusée, eh bien, on a eu envie de faire quelque chose en direct pour vous montrer d'ailleurs que bonsoir et merci d'être parmi nous encore ce soir. Une première question, Neven. Vous avez vu donc le film réalisé après votre expérience. Est-ce que vous diriez, vous qui avez fait beaucoup d'expériences, que c'est une très bonne, une moyenne ou une mauvaise expérience? Medium. Moyenne. Not good, not bad. Donc une Pas expérience excellente, pas moyenne, mauvaise. Pourquoi? Because the drawings were not very good, Parce que le and dessin there n'était pas was très bon. a lot of it didn't come to me as well as Ça ne m'est pas sometimes. venu. D'accord, donc parce que vous aviez des difficultés en fait à dessiner. Il me manque une petite traduction, ce serait pas mal. On va voir que je le comprends très bien, mais ça fait 2 jours qu'on vit ensemble. Donc ce soir, vous allez participer à une nouvelle expérience. Yes. You are going to, Oui. Personne ne peut traduire pour moi, non? Je sais pas. Ça ne marche pas, mais c'est pas grave. You are going to work for us this evening That's right. with the audience. Yes. OK? Ici, dans cette enveloppe, j'ai donc une photo. Une photo que Neven n'a pas vue, bien entendu, ni aucun des membres de cette équipe. C'est la photo d'un site qui se trouve quelque part en France. Je vais vous demander, I will ask you to discover, je vais vous demander de découvrir quelle est la photo. What is this photo inside that? OK? Alors, donc, vous allez partir par là, avec Mario qui va être le juge de paix de cette expérience. Vous allez vous reposer quelques instants, allez-y. Et puis ensuite, après une pause de publicité, nous verrons avec donc Neven Lance, avec Mario Varvoglis, qui vont aller dans une pièce que nous avons préparée en dehors du studio, car pour mener une expérience de ce type-là, il faut évidemment qu'ils aient le temps de faire un peu le vide en eux et de se décontracter. C'est pas possible de faire ça en pleine lumière avec le public et l'ambiance d'un studio. Quand ils seront prêts à agir, ils nous préviendront. Et puis je vous donnerai un top à vous aussi, si vous êtes chez vous. Voilà, l'enveloppe, elle est ici. Il y a dedans une photo. Nous la découvrirons à la fin de l'émission. Et vous pourrez participer à cette expérience en m'envoyant des fax. Je vous donnerai un numéro tout à l'heure. Ou en téléphonant à SVP. Ou encore en nous contactant par le Minitel 3615 code TF1. Voilà, vous savez tout donc sur cette expérience qui va se dérouler en direct ce soir. Une petite pause et nous reviendrons sur une question très controversée, mais aussi extrêmement passionnante, qui est la communication avec les morts dans la deuxième partie de notre émission. À tout à l'heure. La deuxième partie de notre émission, l'Odyssée de l'étrange. Je vous rappelle donc le téléphone de SVP, le 49 99 88 88 pour vos questions ou vos témoignages, vos questions à nos invités. On en parlera à la fin de l'émission. Et pour l'instant, je vous rappelle que l'expérience n'a pas commencé. Vous ne nous appelez pas pour essayer de deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je donnerai le top tout à l'heure en même temps à vous, public, et également donc à nos amis qui sont en train pour l'instant de se reposer. Mais tout de suite, nous changeons donc de sujet. Nous ouvrons le deuxième dossier de notre soirée. Ce sujet donc dérangeant, inquiétant peut-être, mais aussi tellement fascinant. La communication est-elle possible avec les morts?